Est-ce qu'on est tous prêts? Eh bien, messieurs, dames, veuillez les accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Guillaume Orsat, David Manet, Benoît Dupac. Bonjour, bonjour. C'est Guillaume. Ah, Guillaume va se mettre au milieu. Hop, petit micro, normalement tout fonctionne. Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue. Bon, messieurs, depuis hier, c'est un plaisir de vous avoir encore une fois sur cette scène là. Alors, première question, avant toute chose, est-ce que parmi les gens qui sont dans la scène, là, la salle conférence, il y en a qui étaient là hier déjà ou pas? Personne n'était là? Toi, vous étiez là? Très bien. Et bien, on va essayer de ne pas redoubler les questions, d'accord? Rien pour toi, ok? Ça me fait plaisir. Non, blague à part, c'est super cool. Vous avez la possibilité d'avoir nos talentueux comédiens ici et surtout la possibilité de pouvoir leur poser vos propres questions. N'hésitez pas. Vraiment, ils sont ultra abordables et adorables. Moi-même, je ne vais pas me gêner. Guillaume, il a un peu le melon, lui, hein, mais bon. Non, c'est pas vrai, Guillaume. Guillaume, il est ultra cool, quoi. Regardez, lâche le micro, Benoît. Mais Ben, il est sous coke, donc... non, ouais. Ben, tu te laisses faire comme ça, là? Je suis tombé dedans petit, comme Obélix. Donc David, Guillaume, Ben, merci beaucoup d'être avec moi sur cette scène pour cette seconde journée. Petite question pour vous tous, là, vous avez fait une première journée hier du TGS Montpellier. Comment ça s'est passé pour vous, l'accueil du public et autres? Ça vous a fait plaisir? Magnifique, c'est toujours un plaisir de voir des gens souriants, heureux, qui sont reconnaissants d'un travail qu'on fait avec passion, mais qu'on fait dans l'ombre. Et donc pour nous, c'est génial de mettre aussi un visage sur des spectateurs. C'est une chouette rencontre, vraiment. C'est que du bonheur. Ben, pas mieux, c'est vrai que quand on joue au théâtre, on a le public qui attend la sortie, on va dîner avec des amis, on retrouve des gens au resto qui viennent nous parler, etc. En doublage, on n'a qu'à monter dans notre voiture ou sur notre moto ou à prendre des transports en commun, puis on rentre chez soi, quoi. Voilà, on fait un métier dans l'ombre, et donc venir à la rencontre du public, c'est vachement important. Ouais. Et puis on redécouvre des rôles qu'on a fait il y a longtemps, on nous parle de rôles qu'on a joué, doublés il y a 15 ans, 20 ans, et voilà, donc c'est super, ça nous ramène en arrière, et on sent qu'on a été important pour certaines personnes, et ça n'a pas de prix. Ça, c'est bien que tu mets de l'accent dessus parce que, limite, souvent, on a l'impression que les comédiens ne comprennent pas, enfin, ils ne voient pas qu'ils sont un segment de la pop culture et que pendant des années, on a voulu mettre un visage sur ces voix. Mais réellement, puisque c'est des voix qui ont bercé notre enfance, c'est des voix qui continuent à être là dans les plus grands films, dans les plus grandes séries qu'on regarde, et on est toujours là en train de se poser, mais on sait que c'est des comédiens, mais on ne les voit pas. Vous avez employé tous les deux ce terme, les comédiens de l'ombre, effectivement, et moi, je trouve que c'est génial de pouvoir enfin mettre un visage sur ce comédien qui sont tout aussi connus, j'ai envie de vous dire, pour nous, voire plus, puisqu'on les entend régulièrement et malheureusement on ne les voit pas assez. Donc voilà, moi je voulais surtout vous remercier pour ça. Et d'ailleurs, moi je ne fais pas énormément de conventions, mais je crois que c'est la première. Ouais. Attendez, je regarde. Hein. Oui. C'est la première où il n'y a pas marqué derrière nous, la première que je fais, hein, où il n'y a pas marqué derrière nous comédien de doublage. Ouais. Comme si on était comédien pour ne faire que de doublage. J'en parlais avec certains d'entre vous ce matin. Mais tu sais que c'est important. Non, initiation au doublage, il y a marqué. Ah oui, comédien de doublage. Ah ça bon, non, alors, je parlais sur le stand. Je te sers un verre, Guillaume, je te sers un verre. Ouais, non, il a picolé, Amélie. Sur le stand derrière, il y a marqué juste comédien. Et je trouve ça vachement important. Parce que les comédiens qui ne font que du théâtre, on ne dit pas des comédiens de théâtre, on dit comédiens. Des comédiens qui ne font que du cinéma, que de l'image, on ne dit pas comédiens de cinéma, on dit comédiens. Donc des comédiens comme nous qui faisons de la scène, qui faisons de l'image, et qui faisons aussi du doublage. On fait aussi de la narration, de la voice-over de documentaire, on fait du jeu vidéo, on fait plein de choses. On est directeur de plateau, on est voilà. On n'est pas comédien de doublage, on est comédien avant tout, et puis spécialisé dans telle ou telle chose. Je pense que dans tous les cas, tu as totalement raison parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le comédien, c'est votre travail, que vous faites du théâtre, que vous êtes apparu sur différentes séries, vous êtes apparu au cinéma,
le doublage c'est une chose, mais ça fait partie de l'ensemble de votre travail, finalement. Et, Ben a même été chauffeur de Michel Serrault, vous le croyez ça? Non, attends, c'est une vraie anecdote, ça, ce que tu dis ou pas? Il nous a raconté ça hier soir. Chauffeur de Michel Serrault, mais sur la scène. Pas chauffeur de Michel Serrault dans la vie. T'étais payé comme chauffeur. Mais dans Knock. Chauffeur de salle, je veux dire. Ah non. En fait, dans la pièce Knock, la dernière pièce d'un grand acteur qui s'appelait Michel Serrault, je faisais son chauffeur dans la pièce, le chauffeur de Parc-Palais. Parc-Palais, donc bon, on peut en faire compte, Knock reprend la clientèle de Parc-Palais, j'étais le chauffeur. Mais j'étais pas le chauffeur de Michel Serrault. J'allais pas le chercher en bagnole. On avait des taxis quand même. Roger, tu viens de t'asseoir. File dans ta chambre. Et donc voilà, donc non, effectivement, c'est un des volets de notre métier. Là, il se trouve qu'on est ici parce qu'on est comédien spécialisé dans le doublage et que nos voix, elles vous plaisent assez pour que vous veniez nous voir et que vous disiez je vous ai adoré dans telle série, je vous ai trouvé sympa là-dedans et tout, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un des volets de notre métier et qui est notre volet principal en ce qui nous concerne. Notre activité principale ici, c'est le doublage. Maintenant, évidemment, que cet homme-là a une formation de classique en théâtre incroyable, La Rue Blanche, École internationale. David, il était proxénète et il ne veut pas en parler. Chaque fois, il ne veut pas. Alors je lui dis, voilà, restez discret, proxénète. Proxénète à Bruxelles. C'est zéro. Restez vraiment discret avec David. Et voilà. Mais c'est un des volets, mais par contre, moi, j'en suis très fier. Et de faire du doublage, c'est le kiff absolu. Alors justement, c'est une question là qui elle n'est pas péjorative du tout, attention. Mais je voulais savoir, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir cette formation de comédien, donc du coup de faire des planches, de faire des films et autres, est-ce que vous pensez que le fait à un moment dans votre période, dans votre carrière, de faire pas mal de doublage et autres, ça dessert le côté un petit peu, on va vous appeler pour tourner physiquement dans des séries, peut-être au cinéma ou peut-être sur les planches. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de faire pas mal de doublage, après, vous enferme un petit peu là-dedans? Alors c'est pas du tout péjoratif, mais est-ce que vous pensez que ça peut arriver et que ça vous est arrivé ou pas? Honnêtement, moi j'ai tourné pas mal et là j'ai un film qui sort avec Isabelle Nanty, Gérard Darmon, Lucien Jean-Baptiste, Isabelle Bretman en septembre. Ça s'appelle On fait quoi maintenant? J'ai tourné dans Ibiza avec Clavier qui est sur Netflix. Alors peut-être on est toujours disponible pour des castings, mais le doublage nous a donné aussi une certaine sérénité, un peu de sécurité aussi financière, parce que c'est un métier sur lequel on peut gagner sa vie. Le théâtre, pour gagner sa vie, les amis, je vous jure que il faut y aller, c'est un peu crevant quand même. Donc les tournages, on ne fait pas autant de tournages. Un rôle là j'avais 9 jours sur le film de Lucien, 9 jours c'est 9 cachets, même si c'est un beau rôle, je fais le meilleur ami de Lucien, Jean-Baptiste, ça reste 9 jours. 9 jours sur une année, j'ai 3 enfants, une famille qui coûte cher, vous connaissez l'aventure, et heureusement que j'ai du doublage. Et un peu David, proxénétisme. Mais mais donc c'est pour ça que ce métier de doublage, dans lequel moi je me suis pas installé, mais on s'y est mis et on est bien dedans, c'est aussi une sécurité financière qui nous a permis de faire grandir nos enfants, etc. Et alors oui, est-ce qu'on aurait été aussi disponible, etc. si jamais on n'avait pas le doublage, est-ce qu'on aurait eu plus faim, est-ce qu'on aurait été chercher davantage des castings et tout? Dieu seul le sait. Et j'ai envie de dire Dieu seul le sait. On est toujours resté à l'écoute, on joue au théâtre régulièrement, donc on continue quand même notre activité. Moi j'ajouterais que avant de faire du doublage, j'acceptais tous les spectacles. J'avais qu'une envie, c'était d'être en scène et de bouffer des planches allègrement. Le doublage est entré dans ma vie, moi un peu sur le tard, j'avais 32 ans, 33 ans, un peu comme ça. Donc tard par rapport à d'autres, pour ceux qui ont rencontré les enfants du spectacle, les Pousséo, les Renew, les Thomasian, etc., eux ils ont commencé môme, donc c'est autre chose. Moi j'ai commencé tard. Au moins le doublage, personnellement, m'a donné en effet le confort financier de plus accepter les spectacles que j'avais pas envie de faire en fait. Et quand on est malheureux sur un doublage, par exemple on bosse avec Ben Dupac, c'est un enfer, on se marre pas du tout, c'est une horreur. Bon. Mais au moins. Les gens se suicident. Au moins, c'est déjà à la limite avec cette conférence, alors je ne doute pas de travailler avec toi, ça doit être bien. On trouve quelques pendus à la sortie des plateaux de Ben. Ouais. Au moins ça dure la journée ou 2 jours. Un doublage, si on est rôle principal d'un 35, on en a pour 3-4 jours de boulot, 5 jours maximum, une semaine.
on est malheureux pendant une semaine, ou alors on est très heureux pendant une semaine. Un spectacle, entre 2 mois, 3 mois de répétition, plus l'exploitation, les tournées, etc., on se retrouve à vivre en autarcie avec une équipe avec qui on est malheureux pendant des 6 mois, 8 mois, 1 an. Et moi, j'ai été très malheureux sur des spectacles parfois, et j'aurais bien voulu que ça s'arrête et pouvoir me barrer. Donc au moins un doublage, si on est malheureux, on se dit, allez, après tout, il y en a que pour la journée. Oui, moi j'avoue que ce que le doublage m'a le plus apporté, c'est la véritable sensation d'avoir un métier, d'avoir une pratique très très régulière. J'ai la chance d'en faire beaucoup et surtout régulièrement, et de ne pas connaître, vous savez, ces longues périodes parfois sans rien, où on attend un spectacle qui viendra, qui ne viendra pas, ou des traversées de 8 mois, de 9 mois sans projet. Ça peut être parfois très très minant pour certains artistes. Le doublage, vraiment, j'ai toujours eu l'impression de faire quelque chose, d'avoir des collègues à rencontrer, d'avoir... et ça c'est extraordinaire. Et puis aussi d'être dans une... Alors moi, j'aime pas parler d'efficacité quand je donne des formations en doublage. C'est pour toi que je dis ça. J'aime pas parler d'efficacité, mais par contre il y a une immédiateté de l'exercice que je trouve magnifique. C'est-à-dire qu'on vous demande en un temps réduit de restituer des émotions, une situation, des enjeux, et il faut le faire comme ça, il faut se balancer dans le grand bain, sans beaucoup réfléchir, mais en ayant une analyse extrêmement précise de la scène, pour en retranscrire tous les enjeux, tous les moments, toutes les ruptures, etc. Pour pas que le spectateur s'endorme aussi. Voilà. Et il y a une immédiateté de l'exercice que j'aime beaucoup, moi. Et je dois dire que j'ai bossé, enfin voilà, une petite parenthèse, mais j'ai bossé avec un metteur en scène avant de faire du doublage. Et j'ai rebossé avec ce même metteur en scène après avoir commencé le doublage. Et ce metteur en scène me demandait des trucs parfois un peu étranges. Et donc, avant de faire du doublage, je discutais de tout, quoi. Je disais, non, mais tu crois qu'on peut faire ça? Non, je sais pas. Je discutais de tout, mais avant de consentir à faire, à tester le truc pour voir si sa proposition était bonne ou pas. Et donc, les répétitions, on sortait parfois de répétitions, en fait, on n'avait rien fait, on n'avait fait que discuter, quoi. Après avoir commencé le doublage, j'ai refait 2-3 spectacles avec lui après avoir commencé le doublage, et un jour, il vient vers moi après une répète, il me dit, mais Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a changé, quoi? Et en fait, ce qui m'a changé, c'est que du coup, je me disais, tu veux ça? Ok, je te le fais. Et je me balançais dans le truc à 300%, et là, on pouvait juger si ça marchait ou si ça marchait pas. Mais au moins, j'essayais de faire avant d'intellectualiser le truc, quoi. Voilà. Et je trouve que ce qui est très agréable dans le doublage, c'est ça, c'est le fait, allez, on saute dans le grand bain sans forcément avoir pied, sans forcément savoir nager, et puis on voit ce qu'il en ressort. Si c'est trop, on gomme, si c'est pas assez, on va à la pêche, mais il y a une immédiateté que moi je trouve formidable. Guillaume, David, tout à l'heure, vous disiez que le métier de comédien de doublage, c'est un métier de l'ombre. C'est-à-dire on ne vous connaît pas nécessairement, on entend vos voix, mais on ne vous connaît pas physiquement. Comment vous expliquez qu'à ces dernières années, il y a eu un énorme regain d'intérêt pour ce métier? C'est-à-dire, je ne parle pas, attention, alors là, je ne parle pas pour la comédie, mais pour le doublage. C'est-à-dire un énorme regain d'intérêt. On voit énormément de chaînes sur TikTok, sur YouTube, des jeunes qui essayent sur des bandes rythmo, sur des animés, sur les autres. Comment vous expliquez ce regain d'intérêt justement pour ce métier, cette branche du métier de comédien? David, je pense que il y a un engouement sur le doublage. Il y a eu aussi, on peut leur rendre quand même honneur aussi à certains star talent qui sont venus poser leur voix, des comédiens chevronnés. Il y a des bons exemples. Moi j'ai fait Lego La Grande Aventure avec Arnaud Ducret. Arnaud Ducret, c'est un super acteur. Il était très bien dans Lego. La comédienne principale était moins bien elle. Donc on a des exemples de star talent qui sont formidables. Pierre Lapin, je fais McGregor, Philippe Lachaud, il est pas mal du tout, Élodie Constance, sa femme est encore mieux. Mais il y a des star talent qui ont mis en lumière notre métier. D'un seul coup, il y avait les affiches avec avec la voix de machin. Alors nous, ça nous cassait un petit peu les bonbons parce que parfois c'était des gens qu'on avait doublés ou pas doublés. Mais il faut l'accepter parce que la visibilité qu'offrent ces personnalités, elle est tellement supérieure à la nôtre. Ces gens-là vont faire 15 émissions de télé quand nous on va faire 2 émissions de radio. Donc le doublage a commencé à attiser la curiosité de certains
Puis on a entendu des bons exemples et ça commençait à faire rigoler. On se dit putain, mais dans l'animation, ah ouais, il est chouette. Darmon, Tortue Ninja, machin là. Et je pense que tout ça, ça a contribué. Avec aussi la pop culture, avec le vintage, avec les revivals de certaines séries. GTO qui ressort sur Netflix, je l'ai fait il y a 20 ans. Donc la jeunesse qui arrive, qui a envie de s'amuser, l'outil internet qui vient et où d'un seul coup on peut faire des conneries, des simulations. Le doublage est un élément, un instrument très ludique. D'un seul coup vous entendez votre voix, vous, sur un personnage, putain, qui était iconique. Donc qui n'aurait pas envie en 3 minutes 15 de poser sa voix dessus. Donc voilà, tout ça, ça a joué. Et je dirais plutôt en notre faveur parce que maintenant, on est invité, on est là, on s'amuse, on passe des bons moments, quoi. Roger, assieds-toi là tout de suite, s'il te plaît. Merci beaucoup. On t'attendait pour commencer la conférence. On applaudit Roger. Merci beaucoup à toi, Roger. Merci à toi. Moi, je l'explique pas, ce changement. C'est vrai que moi, quand j'étais au Conservatoire de Paris dans les années 80, on avait un professeur de caméra, de jeu devant la caméra, et donc il y avait ceux qui jouaient devant la caméra, et il y avait les petits camarades qui tenaient les caméras, qui apprenaient à faire un zoom, un dézoom, etc. Et on avait pour prof Francis Giraud, le réalisateur Francis Giraud, qui a réalisé La Banquière avec Romy Schneider, etc. Et un jour, Francis Giraud nous dit, on était 26 dans la promo, un jour, Francis Giraud nous dit est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse comme ça, de temps en temps, une initiation à la post-synchro et au doublage? Comme un exercice, finalement, en fait. Hein? Comme un exercice. Comme un exercice. Et on était tous censés vouloir tourner. Il y avait, enfin, moi, j'ai jamais été très attiré par l'image, j'étais plus attiré par la scène. On était tous censés vouloir faire de l'image, devenir des stars de cinéma, quoi. Donc, tous censés, forcément, se post-synchroniser à un moment ou à un autre. Et bien au mot doublage, il a dit post-synchro et doublage. Et au mot doublage, ils ont été 23 à réagir sur les 26, à dire ah non mais vraiment métier de ringard, vraiment quand on aura très faim, plutôt faire du porno que du doublage, etc. 23. On a été 3 à dire ouais super idée. Philippe Torreton, qui est devenu l'acteur qu'il est et qui fait du doublage, et qui a doublé Kenneth Branagh, etc. Jean-Pierre Michael, voix de Brad Pitt, de The Boys, qui a été à la Comédie Française, voilà. Et Jean-Pierre, je l'avais encore en plateau la semaine dernière, c'est un merveilleux comédien. Et moi, on a été 3 à dire ouais super idée. Et ben, 38 ans plus tard, on voit ceux qui sont là encore. Les 23, ils tapent à la porte pour nous demander du boulot maintenant. mais oui, alors pour revenir à ta question, il y a une vraie reconnaissance du métier. Je pense qu'il y a une reconnaissance comme quoi c'est un vrai métier d'acteur et que c'est pas simplement un pis-aller ou un parent pauvre du métier de comédien. Voilà, mais expliquer un tel changement, je sais pas. Je peux pas très bien. D'ici quelques minutes, justement, vous allez avoir la chance de vous essayer avec nos comédiens à une bande rythmo que nous allons mettre. Ça sera sur Super Mario Bros. C'est bien ça? Super Mario Bros. Ben, tu veux réagir, Ben? Je connais pas ce dessin animé, mais je suis content de le découvrir. Mario! On va le faire, on va rigoler, Sincèrement, moi je connais pas du tout. Donc tu connais pas Mario Bros? Je suis sincère. Je me casse, me retenez pas, je me casse. Arrêtez. Donc oui, bien entendu, Benoît Dupas qui incarne Todd dans Mario Bros, le film. Je fais Peach. Bâtard. Non, mais je fais Peachunette. Peach. Ah, Bowser, non, ça rentre pas. Bowser, toi, tu pourrais, Bowser. Bowser, faire la voix de Bowser. La voix de Todd. David, il serait bien dans Todd. Gary Joe, il était formidable. Et Bowser, c'est Jérémy Covillo qu'on adore. Oui. Et du coup, tout à l'heure, vous allez pouvoir faire la bande rythmo avec nos comédiens et tout sur scène. Je pense que ça va être sympa. On va se prendre 5 minutes encore de quelques questions et ensuite on va enchaîner. Est-ce que la bande rythmo est prête ou pas? On peut l'enchaîner Alors, comment on va procéder? Ce qui va se passer, c'est oui, je pense qu'on peut prendre quelqu'un du public, Ludo. Avant toute chose, là, on a la chance d'avoir 2 directeurs artistiques avec nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette session? Franchement, il y avait du très bon. Il est très bon, et puis surtout, voilà, de l'amusement, tu vois, vous étiez ceux qui sont lâchés, là, les jeunes, les machins, si la voix ne rentre pas dedans, c'est pas grave, c'est pas les petits jeunes qui étaient mignons comme tout, là, ils ont déchiré, le Bowser, le G, le grand, avec le sweatshirt, il était incroyable, là, sa voix était folle. David, il était dément sur Bowser, Guillaume, énorme, c'était du plaisir, là. Franchement,
pense même que c'est à développer ça. Dans des conventions, c'est à se dire, tu vois, on vient, on fait 1 heure avec vous, quoi. On peut rester 1h30, tu vois, ensemble. Et moi, c'est ce que je dis en formation, c'est faites-vous plaisir. Voilà. Avant toute chose, faites-vous plaisir. Faut y aller, quoi. Faut y aller. Et voilà, faut pas être timide en doublage. Faut y aller, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut se jeter dans le grand bain sans savoir nager. Faites-vous plaisir. Parfait, alors on va commencer avec les questions. Alors j'ai des questions, mais tu as une question, c'est ça? Pour nos comédiens? Non, dis-moi. Vas-y, viens, n'hésite pas. On va te passer le micro, regarde. Comment tu t'appelles? Alexia. Alexia. Bonjour Alexia. Non, en fait, j'avais des questions, mais aussi, en fait, je voulais participer à la session de doublage parce qu'en fait, j'aurais voulu beaucoup doubler avec Monsieur Dupac ici présent. Eh ben, tu sais quoi, Alexia? Qu'il soit Luigi et moi Bowser, vraiment, ça referait ma journée. Eh bien, tu sais quoi, Alexia? Mais, en fin de conférence, c'est-à-dire d'ici moins d'une quarantaine de minutes, ok, ça marche. je te donnerai cette opportunité, d'accord? Bah, ouais. Allez, super. Tu sais quoi, tu as le micro, profites-en, t'as une question ou pas? Oui. Eh bien, let's go. J'en ai plusieurs, mais bon, je vais en Une poser seule que. suffira, merci. Je vais en poser que. Non, je déconne, c'est le mec qui met la pression. Une seule, ok? Non, Non, vas-y, mais Alexia. sinon, tant pis, j'en pose qu'une parce que oui, il y a beaucoup de monde, donc T'inquiète voilà. C'était pour Monsieur Benoît Dupac. Je voulais savoir, quand vous avez fait Shadow sur Sonic X, est-ce que vous savez pourquoi on vous a choisi vous? Et après, comment ça se passait le doublage avec les autres comédiens? Je sais pas si vous travaillez ensemble ou quoi. Puis après, sur le reste de la série Sonic, voilà. Merci à toi, merci. Shadow, c'est un rôle qui est génial aussi à faire. Mais en fait, j'ai commencé il y a pas mal de temps, et c'était des essais, et donc j'ai été pris sur les essais. Ensuite, il y a eu des jeux vidéo. Après c'est revenu sur des séries, et ils m'ont toujours gardé, donc je suis assez content. Nintendo, c'est Nintendo aussi, hein, d'ailleurs. C'est Sega. Je vais peut-être passer à la concurrence. Et donc, on attend Sonic 3 et on verra bien ce qui se passera. Voilà, il y a le retour de Shadow, ça c'est pas un spoil, hein, mais on verra ce qui se passera. Mais c'est une chance, c'est des essais, on est choisi. Et puis après, les gens apprécient, et voilà. Et on fait très attention, je crois, de plus en plus, les majors font attention à vos avis à vous, hein, sur Internet. C'est comme ça un peu qu'on a plié le game avec Mario Bros. C'est qu'au départ, on a fait une bande-annonce qui est partie, et la bande-annonce, elle a fait le tour du monde. Et les Américains ont dit que c'était de loin la meilleure bande-annonce de Super Mario Bros, tout pays confondu. Et je pense que là-dessus, Nintendo, du coup, s'est mis à réfléchir, à se dire, est-ce qu'on prend des Star Talent au risque de se mettre pas mal de gens à dos, ou est-ce qu'on accepte que les voix françaises de cette bande-annonce fassent le film? On a été remis sur des essais, encore une fois, des essais assez longs. Et ensuite, il y a eu 6 niveaux de validation. Il y a eu Nintendo Europe, Nintendo Monde, Universal Europe, Universal Monde. J'en passe les meilleurs. Le réalisateur du film, les réalisateurs américains. Et un jour, on a le coup de fil et on dit t'es choisi pour Mario Bros. Wouhou, let us go. Et voilà, c'est comme ça. Donc Shadow, c'est la même chose. Ce sont des essais. Merci à toi. C'est bon, Alexa, ça répond à ta question? Super. Si vous avez des questions pour nos comédiens, vous en avez. C'est bien. Attends, Guillaume, je vais me déplacer. Tu restes. Ah oui, quand même. Moi, j'aime bien faire ça, c'est mon premier métier. Oui. Non, je déconne. Tu étais chauffeur pour Michel Serrault, toi, non? Bonjour, ça serait une question pour Guillaume. Donc du coup, tu as fait plusieurs comédiens, notamment Brendan Fraser, The Rock. Mais tu avais fait aussi du doublage de jeux vidéo, notamment tu as fait dans BioShock Infinite le personnage principal, Booker DeWitt. Et vu que c'est un jeu uniquement en vision FPS, on voit pas le personnage parler. Est-ce que c'est plus dur de doubler un perso où justement on voit pas comment il fait sa gestuelle et tout que autre chose justement? Guillaume, moi je vais aller plus loin dans cette question. Ouais. Parce que je sais que c'est 2 techniques différentes de doubler sur un jeu vidéo que de doubler sur une série. Tu peux nous en dire un peu plus, savoir justement en l'occurrence, pour BioShock Infinite, les 2 techniques se sont télescopées. On a utilisé les 2. C'est très rare en jeu vidéo. Généralement, quand on enregistre un jeu vidéo, on n'a pas d'image. On enregistre des fichiers, on enregistre des textes écrits dans des tableaux Excel. Je dois avouer que c'est moins plaisant que le doublage, ou c'est moins plaisant que le livre audio, c'est moins plaisant que la narration, la voice-over de documentaire. Personnellement, je vais peut-être mettre quelques personnes à dos en disant ça, mais je n'aime pas beaucoup faire du jeu vidéo, parce que très souvent on vous demande de crier, beaucoup aussi, et très souvent en 20 minutes on se pète la voix en jeu vidéo. Là c'est pas le cas sur Booker DeWitt.
de plus en plus, comme le jeu vidéo, ils ont des budgets de blockbuster, de plus en plus, ils accordent un peu plus d'attention, d'exigence et de rigueur au doublage des jeux vidéo. Donc c'est vrai que depuis quelques années, on a des meilleurs outils de travail. Déjà, on vous demande, voilà, donc le fichier que tu vas enregistrer, tu peux le dire à la vitesse que tu veux, tu es off. Donc tu peux le dire avec plus ou moins 10% de avant, après. Tu peux le dire à la vitesse que tu veux, c'est totalement off. Là, attention, ce fichier-là, il faut que ce soit début-fin. Attention, ce fichier-là, il faut que tu suives bien la forme d'onde pour bien respecter les arrêts, etc. Enfin, il y a 8 ou 9 contingences, contraintes d'enregistrement pour du jeu vidéo. Donc c'est une technique à prendre. En l'occurrence, pour Booker DeWitt, ce qui est bizarre, en effet, c'est qu'il est en caméra subjective. Donc je ne savais pas du tout quel visage avait mon personnage. Donc je me suis calé plutôt sur une atmosphère générale du jeu. Ce côté un peu steampunk, comme ça, voilà. Quelque chose d'un peu dark. Et puis surtout, j'avais une partenaire. Et c'est la première fois en jeu vidéo, et la dernière, à ma connaissance, où on a enregistré ensemble avec ma partenaire, qui était Kelly Marot. Et on avait sur les scènes qui étaient à l'image pour elle, où moi j'étais en caméra subjective, on avait une bande rythmo, comme ici. Donc, ça nous a facilité la tâche. En revanche, après, on est revenus chacun de notre côté, elle de son côté, moi du mien, pour enregistrer les fichiers où nos personnages n'étaient pas à l'image. Les fichiers qui dirigent le joueur vers telle ou telle destination, voilà. C'est la seule fois, à ma connaissance, qu'on avait une bande rythmo pour du jeu vidéo. Peut-être que maintenant ça se fait plus, mais j'en fais assez peu. Moi, c'était à une époque où j'en faisais pas mal. J'avais fait Infamous juste avant, Infamous 1 et 2. Après, sur le 3, c'était mon fiston qui prenait la relève, c'était Donald Renew. Qu'est-ce qu'il a fait, mon fils, Donald Renew? C'est hallucinant. Après, il y a eu BioShock, et puis il y a eu Far Cry 4, Pagan Min dans Far Cry, où là, il était beaucoup à l'image, mais je n'ai jamais eu de bande rythmo pour travailler synchrone. Donc, on enregistre début-fin, on respecte les arrêts sur la forme d'onde, et puis on prie pour que ce soit synchrone à l'arrivée. Et c'est un domaine, j'en profite pour... c'est un domaine où on sera peut-être plus vite que dans les autres domaines remplacés par l'intelligence artificielle. Parce que peut-être que le public, les joueurs de jeux vidéo sont moins exigeants par rapport à la langue, que ce soit en anglais, en français ou dans toutes les autres langues, sont moins exigeants que pour le doublage. Donc je me demande si le jeu vidéo va pas être l'une des premières disciplines de métier atteintes par la vague intelligence artificielle. Ce qui est paradoxal quand même, Guillaume, ce que tu dis, parce que il y a quelques secondes, tu disais que justement le jeu vidéo commençait à devenir très hollywoodien. On est vraiment sur presque du cinéma interactif et autres, donc besoin de comédiens qui, eux, ont l'habitude. C'est pour ça que quelque part on compte beaucoup sur vous, public, vous, gamers, pour ne pas accepter ça, parce que en effet, il se dit, mais alors là, vraiment, c'est des rumeurs du couloir, que les gamers sont plus dans le jeu que dans l'écoute de la VF. C'est vrai que quand on regarde une VF, quand on regarde The Boys en VF, le travail de Jean-Pierre Michael, des comédiens qu'a dirigé Ben, sont formidables. Voilà, on est très à cheval sur la VF. En jeu vidéo, les gens sont plus dans le jeu, donc quelque part, une voix qui va être un peu déshumanisée par l'intelligence artificielle, peut-être que certains s'en foutent. D'autres s'en foutent pas, mais certains s'en foutent. Donc il faudrait que personne ne s'en foute pour que, on garde nos tafs, quoi. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a déjà eu, il y a très récemment, des jeux vidéo qui sont sortis où il y avait des suspicions que les voix étaient déjà générées par IA, en fait. Des voix FR, je parle. Donc c'est pour ça que là, je rebondis sur ce que tu disais en disant ça peut arriver très vite, mais ce serait fortement dommage, quoi. Écoutez bien certaines pubs que vous recevez sur Facebook en fonction de, je sais pas, vous avez cherché à acheter, je sais pas, n'importe quoi, un aspirateur, et tout à coup vous allez recevoir plein de pubs pour des aspirateurs dans les jours et les semaines qui viennent. Et dans ce domaine, dans les pubs bas de gamme, les pubs où ils n'ont pas eu le moyen de se payer un comédien, c'est de l'IA et c'est terrifiant. Enfin, c'est l'intonation Carglass, quoi, c'est terrifiant. Tu m'as fait la passerelle justement par rapport à l'IA qui arrive progressivement dans les doublages. On l'a vu aux États-Unis, ce qui s'est passé et autres. Vous, comment ça se passe en termes de comédiens en France? Est-ce qu'il y a des choses qui se font concrètement en termes de loi
Comment ça se passe? Est-ce que vous avez une crainte réellement de vous dire que Lui, l'IA peut à tout moment vous remplacer? Est-ce qu'il y a vraiment une alors, vraie je crainte? réponds avant de passer le micro. Moi, je suis très investi au syndicat, au SFA, au syndicat français des artistes, donc on en parle beaucoup au sein du syndicat. Je suis également à l'association Les Voix, qui est une association qui réunissait au départ beaucoup de comédiens qui faisaient de la pub vocale au départ, et maintenant ça s'est vachement ouvert au doublage et à tous les métiers de la voix. Et dans les deux cas, moi je suis donc adhérent aux deux, et je les ai mis en communication, donc il y a beaucoup d'actions entreprises, et il y a deux représentants des voix qui vont régulièrement à Bruxelles et à Strasbourg, à la Cour européenne, pour essayer de défendre le bout de gras par rapport à ça, essayer de faire en sorte de les libérer. Et pour le moment, on essaye d'arrêter un tsunami avec une petite cuillère. Donc c'est compliqué. Mais à partir du moment où il ne s'agit pas d'arrêter le progrès, mais en revanche, il s'agit de l'encadrer. Et l'autre jour, je regarde un journal d'info sur BFM ou sur je sais quoi, et je tombe sur notre ministre du Travail, Bruno Le Maire, en train de dire à nous, l'IA, on veut que la France, dans quelques années, soit à la pointe de l'IA, on veut que le monde entier dise que la France a été le précurseur, le créateur de l'IA. Moi, je trouve que ça fait très très peur, parce que c'est des centaines de millions d'emplois qui sont menacés dans le monde. Il n'y a guère que les travaux, les métiers manuels qui ne soient pas menacés. En effet, le mec qui va refaire une terrasse ou qui va monter un mur, l'IA, c'est pas encore demain la veille, mais le nombre de métiers impactés par l'IA, c'est hallucinant. Moi, j'ai deux filles, l'une qui est comédienne, directrice de plateau, donc dans le même cas que moi, l'autre qui est illustratrice, graphiste. Et ben dans les deux cas, elles ont 25 et 21 ans, dans les deux cas, elles ne savent pas du tout de quoi demain sera fait, et l'inquiétude est totalement légitime. David, tu voulais rajouter quelque chose? Mais on en parlait ensemble ce midi, justement, de cette question-là. Une des possibilités qui ferait que l'IA nous remplace, c'est le deal que les comédiens américains qui se sont mis en grève pendant longtemps ont passé. Vraisemblablement, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils accordent une licence d'utilisation de leur timbre de voix, de leur répertoire vocal, pour que l'illusion dans le monde entier, dans toutes les langues, soit que Brad Pitt s'adresse à vous en français, par exemple, directement. Dans ce cas-là, il y a vraiment une forte probabilité que ça puisse être un aspect merchandising, un aspect promotionnel fort, et que le public même soit intéressé et suive. C'est vrai que ça peut arriver. Mais comme tu dis, je pense qu'on ne peut pas arrêter une technologie, un progrès. Ce serait un combat d'arrière-garde quelque part. Donc sans doute que l'IA va aussi créer des opportunités, va générer une autre manière de travailler. C'est pas la première fois que des techniques font évoluer notre métier. Donc la peur n'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais il faut effectivement que les choses soient faites dans un cadre légal, où personne ne soit spolié pour son travail, où les répertoires... moi je fais des enregistrements depuis 25 ans, donc c'est vrai qu'on peut entendre ma voix à bien des égards. À aucun moment je ne voudrais que ce soit utilisé contre mon gré, par exemple. Donc la peur, non, mais la vigilance, oui, il faut s'organiser, il faut être vraiment très vigilant les uns et les autres. Merci David. Allez, je passe aux questions du public. Oui, monsieur, venez, allez. On va un petit peu au loin. Bon, moi je vous ai déjà tous vus. Excuse-moi. Ah oui, c'est mieux. J'avais une triple question. Pour tous les trois. Est-ce que des fois vous vous réentendez dans des films que vous avez fait il y a 10, 15 ans ou quoi, et vous vous dites oh putain j'étais bon ou j'étais vraiment mauvais, et de vous dire est-ce que ça serait pas cool de le refaire par exemple ou pas? Donc là c'est la première question. La deuxième question c'est sur l'IA. Est-ce que vous avez touché des royalties par exemple si on clone vos voix? Ce serait intéressant de se dire ok vous parlez plus mais au moins vous êtes payé parce que c'est votre voix à vous. Donc, vous avez déjà répondu. Et la troisième question c'est pour toi Guillaume. Gordon Ramsay c'est comment le doubler? C'est quoi? Gordon Ramsay, comment il est à doubler? C'est intéressant ou pas? Oh bah depuis le temps, oui, mais ouais, je crois que j'ai été pas mal casté au départ sur Gordon Ramsay, donc ouais, j'aime bien le faire, oui. Puis alors,
il y a eu une évolution, je répondrai à tes autres questions après, hein, mais sur Gordon Ramsay, il y a eu une évolution parce qu'au départ, je travaillais pour des chaînes qu'on appelait les chaînes du câble, où on avait le droit de tout dire. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un fuck, et il y a des fuck 14 fois par phrase, eh ben on avait le droit de dire putain, putain de merde, bordel de merde, etc. Maintenant que c'est sur les chaînes d'M6, on n'a plus le droit. Donc les adaptateurs, les traducteurs trouvent des trésors d'imagination pour remplacer tous les fuck par des minces, des lavaches, des bons sangs, des saperlipopettes. J'ai même eu un palsan bleu une fois écrit sur le texte. Donc moi j'aime bien, je suis assez familier avec la vache et bon sang, ça va, je préférerais dire putain de merde, hein, mais bon voilà, c'est parce que c'est ma manière de parler. Mais les bons sangs, alors une fois je suis tombé sur un texte, j'avais un texte papier, et j'avais un adaptateur, c'était le fils de Karadec qui écrit, j'avais un adaptateur qui avait donc signé son texte, il avait son numéro de téléphone en haut du texte, et à chaque fois qu'il y avait un fuck, il m'avait mis la vache. Oh la vache! La vache, mais il y a ça. Et donc, à chaque fois que je trouvais un lavage, j'avais un petit bout de papier à côté de moi, puis je mettais une petite barre comme les prisonniers qui cochent les jours qui leur restent à tirer dans la prison, quoi. Et à la fin de la séance, on fait une petite pause pipi avant de réattaquer l'autre épisode. Et j'envoie un petit texto à l'adaptateur que je connaissais pas, mais qui était le fils d'un copain comédien. Et je lui mets salut, c'est Guillaume Orsat, la voix de Gordon Ramsay. 58 la vache, c'est plus des vaches, c'est un troupeau. Et là, il me renvoie un texto direct, il me dit 58 la vache. Elle est belle. Voilà. C'était quoi ta question? Pardon, je sais plus, du coup j'ai oublié la question précédente. Alors, tu avais une question, c'est est-ce que vous allez toucher les royalties sur les voix si elles sont utilisées en termes d'IA? C'est-à-dire, c'est pas vous nécessairement? Pour le moment, c'est pas dans les tuyaux. C'est pas dans les tuyaux. Moi, j'ai un copain qui est pas du tout du métier, mais qui est par contre très versé dans les nouvelles technologies. Et je déjeunais avec lui récemment, et il me disait, mais tu vois, si un jour on te donne telle somme d'argent pour, on rachète ta voix à vie, bah t'accepteras parce qu'une telle somme d'argent, il me disait, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, on va acheter la voix de Guillaume Orsat ou la voix de David Manet ou la voix de Ben Dupac, on vous donne 500 000 € maintenant et on l'utilise comme on veut et on vous redonne un petit quelque chose à chaque fois qu'on l'utilise. Bah c'est assez tentant parce que moi j'ai... Je vends. Moi j'ai l'âge que j'ai, je me dis tiens 500 000 € plus un petit quelque chose, plus ma retraite dans quelques années, me dit tiens pas mal. Sauf que si je disais oui à cette chose-là, ça veut dire que ils vont donner cette somme-là aux, je dis n'importe quoi, mais aux 50 voix les plus connues masculines, aux 50 voix les plus connues féminines, et puis tous les petits jeunes qui arrivent, qui essayent de faire leur trace, comme on dit chez moi en Haute-Savoie, et ben c'est fuck pour eux quoi. C'est tant pis pour eux, oh la vache. Ils ont plus qu'à renoncer au métier. Et ça c'est pas bien, donc moi je préfère me montrer un tout petit peu solidaire des gens qui arrivent. Puis moi je vois ma fille qui a 25 balais et tous les amis de ma fille dans le même créneau d'âge, entre 20 et 30, et qui sont super inquiets pour leur avenir quoi. Et ils ont raison, ils ont raison. Et la troisième question c'était? La troisième question, c'était quand vous avez doublé il y a quelques années des personnages et autres, est-ce que vous vous réécoutez et est-ce que surtout vous êtes critique sur votre travail? J'ai toujours été très bon moi. Non, j'ai connu. Écoute, je lâche 500 000 €, il n'y a pas de souci. Non, est-ce que vous êtes critique sur vos anciens travaux, je veux dire en termes de doublage, et est-ce que si oui, est-ce que ça vous intéresserait de le refaire? Non, un comédien n'est jamais satisfait. Si on laissait faire un comédien au micro, par exemple, je crois qu'il referait 50 prises, et même à la 50e, il ne serait pas encore content, il en ferait encore une 51e. On ne voit que ses propres défauts. C'est comme quand on s'entend, on a l'impression d'avoir tous les défauts du monde. Donc non, à un moment, ce qui est fait est fait. Bon, parfois les conditions ne sont pas optimales, et on peut avoir des regrets sur on aurait pu faire mieux parce qu'on nous aurait laissé de meilleures conditions de temps, voilà. Mais refaire, non, c'est pas très inutile. C'est pas très utile. Cela dit, on refait parfois des doublages, ça arrive. Je me souviens par exemple d'un film, un classique qui s'appelle L'homme qui tua Liberty Valance,
de John Ford, dont on a refait le doublage. Il y avait un doublage qui datait de 62, le moment où le film est sorti, et à la sortie du film en Blu-ray, on a refait un doublage moderne, ce qui est toujours bizarre, parce que le jeu quand même correspond à une époque, notamment la qualité d'image, il y a un style aussi dans un film. Quelque chose que j'aurais fait il y a 15 ans, à un moment, ça correspondait à cette période-là, à ce moment-là. Le refaire aujourd'hui, ça n'aurait pas grand sens. C'est marrant, David, parce que tu dis ça, mais c'est un film de 62, ok, certes. Moi, j'ai un exemple très concret. Je suis très très fan des Dents de la Mer. Et pour l'occasion de la sortie, en fait, des 30 ans ou des 40 ans du DVD, eh bien, il fallait une piste en 5.1. Donc, en fait, ils ont effacé la piste audio d'origine pour coller d'autres comédiens sur les acteurs de l'époque. Mais, tu vois, c'est un petit peu comme Star Wars ou tous ces films emblématiques. Là, on parle de comédiens qui étaient déjà emblématiques à leur époque, qui ont apporté quelque chose à ces personnages. Et t'imagines, c'est comme si demain je te disais, bah, Retour vers le futur, on enlève tous ces comédiens et on remet d'autres comédiens de maintenant. Tu vois ce que je veux te dire? C'est très bizarre. Et moi, je te jure, quand j'ai vu ça, eh bien déjà ça a gueulé au niveau de la VF pour les gens qui étaient fans. Et quand le Blu-ray est arrivé quelques années plus tard, ils ont enlevé cette piste pour refaire une piste avec les voix d'origine du film d'époque. Voilà. J'ai un très bel exemple par rapport à ça, c'est Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, où on a refait un doublage dans les années vers 2005, 2008, quelque chose comme ça. Et donc l'un des plus beaux films du monde, d'après moi. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que toute l'équipe a été changée. Moi, j'ai fait un rôle dessus, d'un rôle qui avait été doublé à l'époque, et voilà. Le monsieur qui l'avait doublé à l'époque n'avait plus l'âge du rôle, et moi je l'avais, donc voilà, c'est moi qui l'ai refait. Mais tous les rôles ont été changés. James Woods, la comédienne, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui est merveilleuse. Le seul qui n'a pas été changé, c'est Jacques Frantz sur De Niro. Et ce qui est merveilleux dans ce doublage, c'est que, pour ceux qui ont vu Il était une fois en Amérique, De Niro fait le rôle de 25 à 70 ans. Et que donc, à l'époque, sur le premier doublage, Jacques Frantz collait à De Niro jeune et le trafiquait pour faire De Niro vieux, alors que sur le dernier doublage, il ne le trafiquait plus pour le faire vieux, par contre, il le trafiquait pour le faire jeune. Et du coup, enfin, moi j'ai assisté à ça et c'était passionnant, quoi. Tu veux réagir, Ben? Franchement, il parle trop bien, c'est un livre, moi je bois les paroles, bravo. On va prendre une autre question du public. Quelle heure est-il? Il est 14h30, il nous restera ensuite après 15 minutes. Monsieur, venez. 15 minutes pour faire peut-être le reste si ça vous intéresse. Alors moi je voulais savoir si ça pouvait vous arriver de changer le texte. Je sais que ça se faisait par exemple pour Danny Wilde dans Amicalement Vôtre, où le doubleur à l'époque refaisait un peu des blagues, etc. et c'était resté célèbre. Est-ce que dans certains textes vous improvisez avec un peu justement le côté comédien? Est-ce que ça peut arriver ou est-ce que vous devez vraiment... ou j'imagine que ça dépend peut-être des productions aussi. Je dirais qu'aujourd'hui, merci, bonne question, bravo. Effectivement, nos anciens, nos pères, sur Starsky Hutch, notre grand-père, pardon, qui est à côté de moi, j'ai 17 ans, je ne me rends pas compte, mais comment tu vas? Tu vas bien? Bon, très bien. Et donc nos pères, effectivement, improvisaient, et on parle là de Francis Lax, de Jacques Balutin, des gens qui faisaient beaucoup de théâtre, ils avaient une grande liberté, et on leur octroyait cette liberté, et c'est même la magie de ces séries, Amicalement Vôtre. Je crois qu'ils ne pouvaient pas se sentir, Roger Moore et Tony Curtis sur le tournage ne pouvaient pas se saquer, alors que quand on écoute la VF, c'est juste incroyable. Sa Majesté, c'est une découverte de Michel Roux, Sa Majesté, c'était pas du tout écrit. On a des exemples effectivement avec Starsky Hutch. Aujourd'hui, tout est un peu plus contrôlé. On va dire que les textes sont vérifiés en amont par des coordinateurs de plateformes, Netflix, Paramount, Amazon. Donc on ne peut pas vraiment dire de grosses conneries. On peut de temps en temps lâcher peut-être un mot, mais on sécurise généralement souvent avec une piste 2, qui est la piste officielle. Et si on peut améliorer la piste officielle en se disant qu'en anglais, il y a un vrai jeu de mots là-dessus et il faudrait le faire restituer, on peut le faire. Mais on se sécurise toujours. Enfin, en ce qui concerne les produits que je fais, qui sont des produits assez touchy, sur lesquels on ne pourrait pas, The Boys, Walking Dead, Succession, des grosses séries comme ça, c'est des grands barnums. C'est compliqué d'avoir une liberté absolue de
de texte, d'interprétation. Et j'ajouterais qu'avant nous, il y a les adaptateurs qui écrivent nos textes. Et sur les adaptateurs, c'est comme partout, il y a les bons puis il y a les moins bons. Il y a les bons chasseurs puis il y a les mauvais chasseurs. Alors le bon chasseur, non, ça c'est autre chose. Mais les bons adaptateurs, pour moi, les bons adaptateurs sont ceux qui écrivent pour des comédiens, qui se mettent à la place du comédien et qui se mettent dans une rythmique de jeu du comédien. Et les moins bons adaptateurs, ils peuvent faire des textes extrêmement bien écrits, extrêmement justes dans le sens, extrêmement synchrones, mais sauf qu'ils ne seront pas dans le rythme de l'acteur. Ce sont des textes qui ne seront pas jouables. Donc dans ces cas-là, oui, j'entends dire, oui, on sécurise une piste pour être sûr qu'on ait une piste avec ce qui a été écrit, voilà. Mais on fait une piste aussi, en disant, allez, maintenant, c'est le jeu qui importe. Donc s'il y a parfois les mots ne sont pas forcément dans le bon sens, que la personne qui va adapter chez elle toute seule dans sa tour d'ivoire, tout à coup, on remet des mots ou un groupe de mots, on inverse un groupe de mots et tout à coup la phrase nous parvient beaucoup plus directement. Ou moi par exemple je déteste quand je dirige les au fait en fin de phrase. Par contre un au fait en début de phrase parle, mais un au fait en fin de phrase, pour moi c'est ce qu'on appelle dans notre jargon une cheville de synchro. C'est-à-dire que c'est un truc pour faire synchro. Voilà. Donc moi j'essaye en tant que DA, en tout cas de directeur artistique, j'essaye de supprimer tout ce qui peut faire synchro, tout ce qui peut faire doublage. On dit souvent que le meilleur doublage, c'est celui qui s'oublie. Donc le challenge ultime, c'est de faire croire que ce qui va sortir de l'image là-haut a été tourné en français. Voilà, c'est tout. C'est tout. Moi, je veux, quand j'écoute une scène, je veux fermer les yeux et croire que la scène a été tournée en français. Et parfois, la bande rythmo, le seul fait de faire du doublage implique une musique, une certaine modulation de la voix qui fait que ça fait synchro au mauvais sens du terme. Donc en effet, s'il faut changer le texte pour supprimer le côté synchro au mauvais sens du terme, allons-y, quoi. Finalement, justement, il y a plus un travail d'adaptation quand vous travaillez sur des séries qui sont coréennes, japonaises, avec une synchro labiale qui n'est pas la même, une rythmique qui n'est pas la même, où là, il y a quand même, on est quand même obligé d'avoir... Les codes de jeu qui ne sont pas les mêmes. Qui ne sont pas du tout les mêmes, effectivement. Les Coréens, par exemple, qui ont des phrases qui commencent tout doucement, tout doux, et ils se mettent tout à coup à hurler sur la fin de phrase, nous, il faut qu'on trouve notre énergie d'Européens pour retranscrire ça, et c'est pas évident du tout. Oui, l'adaptation, elle est à tous les niveaux. Mais elle est vraiment à tous les niveaux, mais même en anglais. Moi, je dis très souvent, là dans une série, dans Arrow, la série Arrow que j'avais dirigée, un jour, l'un des personnages disait, plein cadre, donc parfaitement synchrone, « Oh my God !» Impossible en français de faire « Oh mon Dieu !» Impossible, avec la musique de l'anglais et tout, c'est pas possible. Et l'adaptateur, qui était un excellent adaptateur, avait écrit, je vous promets que c'est vrai, avait écrit « Oh mon Dieu, j'en reviens pas de ce qui vient d'arriver ». Et c'était parfaitement synchrone. Et on était dans une rythmique de comédien. « Oh bon, oui c'est ça, oh mon Dieu, j'en reviens pas de ce que je vois », un truc comme ça. Et c'était parfaitement synchrone. Okay. Comme quoi on est dans une vaste fumisterie, quoi. C'est bon, c'est une comédie. Ok. David, tu voulais réagir? Non, tout a été dit. Ok, très bien. Peut-être dernière question, je pense, avant qu'on attaque la bande rythmo qui vient d'être lancée comme ça en direct. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Messieurs, vous avez la chance d'incarner de grands acteurs, des personnages cultes et autres. Est-ce que quand on est comédien, comme ça, indirectement, il y a un affect qui se crée avec ces comédiens, avec ces personnages et autres, peut-être une sensibilité un peu plus avec certains acteurs? Tu sais, ça serait naturel de dire, moi ça fait 20 ans que je fais ce comédien, j'ai l'impression de le connaître alors que je ne l'ai peut-être jamais vu. C'est une relation parfois très... On noue une relation étroite, particulièrement quand il s'agit de live, parce qu'on observe énormément, moi en tout cas, et vous aussi j'en suis sûr, on est dans une observation totale, on se glisse vraiment dans le jeu du comédien, donc on essaie de comprendre comment il respire, quels appuis il utilise dans son corps, enfin on l'observe, donc on le connaît intimement, c'est comme si on dansait avec lui.
je crois que c'est Jouvet qui disait que jouer, mais même au théâtre, c'est trouver des traces de pas sur la plage et mettre ses pas dans les pas qu'on trouve sur la plage et devenir quelqu'un d'autre. Donc on est vraiment dans une observation très intime et ça crée effectivement des liens avec les acteurs ou les personnages. Il parle trop bien, hein, franchement, hein, bravo les gars. C'est exactement ça. Et effectivement, il y a des personnages qu'on adore doubler et qu'on adore retrouver. Quand voilà, il y a des gars, tiens Benoît, il y a ton acteur qui vient là, ah trop bien. Et puis il y en a d'autres, on est moins attachés. Mais il y en a, on a tellement de plaisir à les doubler, c'est incroyable. Donc, franchement, tout à fait d'accord. Mais c'est très joliment, ton image est très belle. Ouais, puis ça évolue avec le temps aussi, parce que ça fait un moment qu'on fait ce métier maintenant. Moi, je sais pas au début de carrière, mais enfin assez vite, j'ai doublé l'une des plus belles séries du monde. J'en parlais avec des gens tout à l'heure au stand. Si vous l'avez jamais vu, Six Feet Under, la série Six Feet Under, qui est la plus belle série du monde. L'une des séries qui a été pionnière dans les grandes séries qu'on connaît aujourd'hui. Il y a un avant Six Feet Under. C'est l'âge d'or de la série, le HBO. Il y a eu Six Feet Under, Les Sopranos, Oz. Il y a eu un avant HBO de cette époque et il y a un après HBO. Et moi, dans Six Feet Under, je faisais le grand frère, le frère aîné, Nat Fisher. Et c'est vrai que j'avais une sorte de fraternité avec ce comédien qui... Puis en plus, Six Feet Under, ça raconte le quotidien d'une famille qui tient une entreprise de pompes funèbres. Donc ça ne parle que de la vie, la mort, l'amour, le deuil. Ça n'est jamais plombant, ça n'est jamais glauque. C'est toujours décalé, toujours drôle. C'est une série absolument sublimement scénarisée, sublimement jouée. Je vous conseille de la voir si vous ne l'avez jamais vue, en VO ou en VF, enfin comme vous voulez, mais voilà. Et il y a quand on double ça, et c'était ma compagne à la ville, dont c'était la première série, elle faisait très peu de doublage avant, et on lui confie le rôle de Rachel Griffiths dans Six Feet Under, donc Brenda Chenowitz. Et on se retrouve à faire couple au micro, et on faisait couple à la ville. Et on se retrouvait parfois à s'engueuler, parce qu'un couple, c'est pas forcément rose tous les jours, hein, on s'engueule aussi. On se retrouvait à s'engueuler la veille au soir, à se dire des trucs, et on se retrouvait à jouer les mêmes choses le lendemain au micro sur Six Feet Under. Des trucs de dingue. On a notre première fille qui est née en 99, notre deuxième fille naît en 2002, donc on était en pleine deuxième saison de Six Feet Under, et Nate et Brenda ont un enfant dans Six Feet Under en même temps que notre enfant naît, et dans Six Feet Under, ils ont à un moment le couffin de la petite qui dort dans un coin, et on entend dans la VI, dans la version internationale, le petit bébé qui babille derrière. Et ben, on allait en plateau, parce que Anne, elle a repris les enregistrements même pas une semaine après l'accouchement. On allait en plateau avec le couffin de la petite, et il y a des c'est notre fille à nous qui les a fait dans le lointain, parce qu'on est obligé d'avoir là, parce qu'elle lui donnait le sein de temps en temps. Enfin, il y a des choses comme ça, il y a des expériences de dingue, quoi. Et voilà. Et ce comédien, Peter Krause, qui était sublime dans Six Feet Under, je trouve qu'il vieillit pas bien. Là. Je le fais en ce moment dans 911 depuis 5 ou 6 saisons, 911 pour M6. Et je trouve qu'il se repose sur des acquis. Et je le vois évoluer, et je me dis, il s'est reposé sur des acquis, quoi. Et il y en a d'autres qui ne se reposent pas sur des acquis. Je double régulièrement Nathan Fillion depuis Castle, puis à l'heure actuelle sur The Rookie. Nathan Fillion, il ne se repose jamais, puis on sent que c'est un mec qui remet sur le taf en permanence et qui doit être formidable sur les plateaux, en plus qui doit être une bonne patte, qui doit être un mec fort sympathique. À mon avis, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Et voilà, la fraternité maintenant, elle s'est reportée sur Nathan Fillion plus que sur Peter Krause. Mais voilà, oui, on développe comme tu dis, quoi. On a des très beaux mannequins et on essaye de les habiller du mieux possible de notre voix. Donc forcément, on va décortiquer le jeu et les habiller le mieux possible. Très bien, merci. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Messieurs, allez, on se fait une petite session. C'est parti. Alors comment on procède, Ben ?